Bonjour et bienvenue à Cannes Technique, le rendez-vous quotidien de la CST. On est aujourd'hui avec Mélissa Charles, qui est présidente de l'association En Pente Douce et qui est venue nous présenter un projet qui s'appelle le projet Inclusive. Alors bonjour Mélissa, est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Alors, Inclusive, c'est un outil numérique collaboratif en développement qui vise à donner l'information de l'accessibilité des salles, des films et des séances. Alors là, tu nous parles accessibilité dans les salles de cinéma, donc forcément ça nous fait penser au handicap. Comment est-ce que tu définirais une personne en situation de handicap? Alors, c'est une très bonne question pour mettre un petit peu les choses dans leur contexte. Nous, à la base, Inclusive, c'est un projet avec lequel on a répondu au Challenge Futura de cinéma du Festival des Arcs. La problématique posée par le challenge, c'était la reconquête des publics. Et on a voulu très vite travailler sur un public qu'on ne voyait pas ou peu dans nos salles, qui étaient les personnes en situation de handicap. Effectivement, au tout début, on avait imaginé un outil qui était avant toute chose destination des personnes porteuses de déficiences visuelles. Mais on a eu la chance d'être accompagnés dès le début par des associations qui connaissent très bien le sujet. Et il y a une conférence en particulier de Cinescence qui nous a beaucoup touchés, qui nous avait aussi beaucoup réfléchir. Et cette conférence visait justement à parler de la différence entre personnes handicapées, en tout cas en termes de mots, tout ça, de terminologie, et de personnes en situation de handicap. En bref, Cinescence nous disait qu'une personne par essence n'est pas handicapée, c'est une situation qui va créer le handicap. Et nous, à notre échelle, c'est-à-dire celle du cinéma, en fait, pour aller plus loin, on s'est dit que si c'est une situation qui crée le handicap, ça voudrait dire qu'il y a des obstacles dans la salle de cinéma qui scindent le public en deux, entre la personne qui va pouvoir aisément passer cet obstacle et celle qui va devoir trouver des biais pour le contourner ou voire s'arrêter là. Évidemment, ça n'allait pas du tout dans le sens de nos valeurs, puisqu'on défend un cinéma pour tous et une culture pour tous. Mais le fait de définir, comme ils l'ont fait, une personne en situation de handicap, ça voulait aussi dire qu'il y avait des solutions possibles. Très naïvement, en enlevant le plus d'obstacles possibles, on gagnait en équité entre les publics. Puis on trouvait aussi que cette définition était plus fédératrice. Parce qu'on pense automatiquement, quand on dit personnes en situation de handicap, aux personnes porteuses de déficiences motrices, comme les personnes à mobilité réduite, les personnes porteuses de déficiences sensorielles, auditives ou visuelles, ou les personnes porteuses de déficiences cognitives, comme l'autisme par exemple. Mais encore une fois, si on est à l'échelle du cinéma, les obstacles qui peuvent créer du handicap ne concernent pas seulement ces personnes-là. Ça peut être une personne à constitution fragile, une personne senior, une personne enceinte, une personne qui parle peu ou mal le français, etc. etc. Donc, on a repensé le projet avec cette définition-là de la situation de handicap dans laquelle on se retrouvait aussi, puisque quelle personne s'est jamais retrouvée dans une situation finalement handicapante. Donc, on a imaginé un outil qui nous représentait, notre travail au quotidien dans la salle de cinéma, qui soit pensé par et pour tous, accessible à tout le monde. Voilà. Oui, parce que comme tu le dis, moi j'ai un handicap vocal à l'instant, pardon. Le handicap, c'est pas forcément quelque chose de permanent. On peut avoir un handicap temporaire. Tout à fait. Il y a des handicaps visibles, invisibles, temporaires ou non. Voilà. Puis il y a des handicaps connus, reconnus, parfois qui ne sont pas forcément connus de la personne elle-même, c'est-à-dire que pas diagnostiqués. Voilà, donc c'est très large comme spectre. Et est-ce que tu as quelques chiffres qui nous donnent un peu une idée du nombre de personnes que ça représente? Alors tout à fait. Évidemment, il n'y a pas eu d'enquête sur le handicap, la situation de handicap aussi large et la pratique du cinéma en salle. Par contre, on sait aujourd'hui combien de personnes sont diagnostiquées avec les déficiences cognitives, motrices ou sensorielles. Je vais juste, l'afficher ici. Donc en France aujourd'hui, c'est 12 millions de personnes, c'est une personne sur 6.
C'est énorme. Ouais. Voilà. On s'en rend pas forcément compte parce que justement, comme tu viens de le dire, il y a aussi des handicaps invisibles. Pour donner les chiffres plus précis, 2,3 millions de personnes atteintes de déficience motrice, 1,7 million de personnes atteintes de déficience visuelle, donc aveugles et malvoyantes, 7 millions de personnes atteintes de déficience auditive, sourds et malentendants, et 700 000 personnes atteintes de déficience cognitive. Donc encore une fois, on parle de millions de personnes et c'est sans compter, comme tu disais, les handicaps aussi temporaires. Et est-ce que ces gens vont au cinéma ? Alors, justement, on a voulu, avant de mettre en place l'outil, comprendre les pratiques. Quelle cinéphilie avait ce public-là et aussi quels étaient les obstacles qu'ils découvraient dans leur pratique de la cinéphilie. Alors, on a fait passer en fait un questionnaire en plus de travailler sur les états des lieux. D'ailleurs, par exemple, sur le site de la Fédération nationale des cinémas français, il y a un état des lieux, aussi sur d'autres associations. Mais on a fait passer un questionnaire aux associations que vous voyez là, donc entre autres Ciné-Sens, Retour d'Image, le Cinéma Parle, Cinéma Différence, Valentin Aoui, pour leurs adhérents et aussi pour nos spectateurs, pour connaître leurs pratiques, les obstacles qu'ils rencontraient. Sur une centaine de répondants, 14% nous ont dit ne jamais venir au cinéma, 29% une fois par an, 39% une fois par mois, 18% une fois par semaine et 84% se disaient sensibles aux dispositifs d'accessibilité en salle de cinéma, comme l'audiodescription, la STSME, qui est le sous-titrage pour les sourds et les malentendants, mais aussi le dispositif de boucle magnétique dans la salle et parfois les rencontres traduites en langue des signes française ou avec la vélotypie. Actuellement, puisqu'on a la chance d'avoir une traductrice avec nous. Oui, merci Aurélie qui est avec nous, qui interprète en langue des signes française. Ces chiffres-là sont quand même à remettre dans leur contexte, même si on dénote quand même une très belle cinéphilie de la part des répondants, 39% une fois par mois, ouais. C'est super, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, puisque c'est un petit panel, il serait super intéressant de faire ça à grande échelle, et aussi parce que les personnes qui ont répondu à son questionnaire étaient déjà sensibles, enfin connaissaient déjà en tout cas les outils mis en place dans les cinémas. Et l'intérêt après pour nous, notamment à l'exploitation, c'est de travailler ces deux types de publics. Ceux qui connaissent déjà les outils et qui aimeraient venir plus, mais qui ne veulent pas. Et à ce moment-là, c'est pour nous travailler à optimiser nos outils et notre manière de travailler pour améliorer leur confort et de travailler à la fois sur les publics qui ne sont pas du tout ou très peu au courant de ce qui se fait actuellement dans le cinéma, comme l'audiodescription, la STSME ou la boucle magnétique par exemple, aujourd'hui qui est obligatoire quasi dans tous les cinémas. Et du coup, on imagine que les problèmes sont différents en fonction des types de handicap. Et est-ce que tu peux nous lister un petit peu les problèmes et peut-être les solutions à petite échelle, déjà à l'échelle même de la salle de cinéma elle-même ? Tout à fait. Tout à fait. Ben justement, les spectateurs nous ont fait remonter deux types d'obstacles, en fait. En tout cas que nous, on met dans deux catégories. Les obstacles, ils trouvent des solutions à petite échelle, c'est-à-dire qu'on peut mettre assez facilement en place à l'échelle de son cinéma ou de son catalogue, si on est distributeur, ou de sa programmation. Et les obstacles qui trouvent des solutions à grande échelle, c'est-à-dire qui demandent un mouvement commun de toute la filière. Nous, on réfléchit l'accessibilité pas seulement sur le temps de la séance, sur le temps du film. On travaille l'accessibilité sur le parcours spectatoriel, c'est-à-dire à partir du moment où la personne va vouloir aller au cinéma. Elle va aller chercher l'information, elle va venir en salle, elle va passer la porte du cinéma. Entre le moment où elle passe la porte du cinéma et le moment où elle est assise dans son siège, il peut se passer 1000 choses et avoir plusieurs obstacles. Et puis ensuite, le parcours spectatoriel, c'est aussi de travailler l'accessibilité après le film. C'est-à-dire les temps de rencontre, les temps d'échange, les ateliers peut-être. Et puis, la volonté
souvent de parler de l'expérience qu'on a vécue du film, de vouloir échanger avec d'autres cinéphiles sur la toile. Voilà. Donc on imagine l'accessibilité comme ça. Et là, justement, je peux vous parler sur ce parcours spectatoriel des obstacles qui trouvent des solutions à petite échelle avant la séance, pour commencer. Donc, ce qui nous est le plus remonté et ce qui est peut-être le plus gros problème, c'est, je vais essayer de dire ça simplement, mais c'est l'accessibilité des supports qui traitent eux-mêmes de l'accessibilité, en fait. De savoir qu'il a la possibilité d'aller voir telle séance dans tel cinéma. Voilà, c'est-à-dire que même si, par exemple, on a des sites qui donnent l'information que tel film est audio décrit ou telle séance est audio décrite, le site lui-même n'est pas accessible. Donc, c'est avant tout un problème de communication, mais ça veut dire que dès le départ, en fait, il y a déjà un premier obstacle, c'est-à-dire que certaines personnes n'ont pas accès à cette information qui les concerne directement. Du coup, là, l'idée, c'est pas de lister tous les obstacles et tous les problèmes, c'est aussi de donner des solutions à mettre en place. Et pour ce problème-là, de la non-accessibilité des sites, il faut savoir que depuis 2009, il y a un référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui s'appelle RGAA, et qui fait en sorte de respecter l'article 47 de la loi sur le handicap. Et en bref, c'est un cahier des charges sur l'accessibilité auquel doivent répondre les développeurs quand ils créent des sites internet. Voilà, donc ça fonctionne que si vous êtes en pleine refonte de votre site. L'autre solution, si ce n'est pas le cas, si votre site n'est pas accessible, ça serait plutôt de privilégier les réseaux sociaux, en fait, qui sont bien souvent plus accessibles que les sites internet. Oui, les réseaux sociaux sont un bon outil, en fait, j'ai envie de dire global, mais qui peut être vraiment adapté à tout type de... C'est ça, en tout cas, bien plus que les sites comme on avait l'habitude de les concevoir avant. Non, c'est une bonne chose, puisque c'est assez universel et facile tout à fait. De créer du contenu et de le regarder. C'est ça. Puis ça permet d'échanger aussi et d'avoir une interaction avec ses spectateurs, entre les spectateurs. Voilà. Il y a aussi... sur les obstacles qui nous ont été remontés, les programmes qui sont souvent illisibles ou impossibles à consulter. Alors, il y a des petites choses faciles à mettre en place, mais c'est des questions d'habitude, de pratique. Par exemple, pensez à exporter tout le temps ces programmes en PDF pour pouvoir permettre la lecture vocale. Ajouter les icônes quand on a des séances, icônes audio description, icônes sous-titres sourds et malentendants. Ça peut être aussi de travailler sur des typos qui sont clairs. Mais ça peut être aussi travailler ces synopsis en facile à lire, potentiellement pour les personnes qui parlent peu, mal le français, ou les personnes dyslexiques, par exemple. Autre chose, on dit une information non vérifiée. En fait, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver les informations liées aux versions accessibles des films, mais ce n'est pas forcément le cas sur toutes les séances. C'est-à-dire un film audio décrit ne sera pas disponible dans toutes les salles de cinéma. Et peut-être même pas à toutes les séances non plus. Exactement, non plus à toutes les séances. Et puis ça arrive qu'en fait, ce n'est pas le bon DCP qui a été livré, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a que les exploitants qui peuvent vous dire, voilà, effectivement, lundi, tel film est bien en audio-description. Donc ça, c'est une mise en place que font déjà beaucoup d'exploitants, c'est de mettre en place des rendez-vous réguliers sur leurs réseaux sociaux via leur newsletter, voilà, pour donner une fois par semaine l'indication des films qui vont passer avec leur version audio décrite ou sous-titrée. Ouais, donc en amont, vraiment, l'enjeu, c'est la communication. Exactement. Et c'est un des buts majeurs de Inclusive, puisque, encore une fois, l'idée, c'est d'arriver à avoir un seul support qui, à la fois, vous donne l'information des films et des séances et du cinéma concerné, voilà, pour avoir un seul outil, avoir tout de suite l'information et pas perdre du temps à aller chercher de partout, devoir appeler l'exploitant, en tout cas rentrer en contact avec lui si jamais il n'a pas diffusé l'information, etc. Et ensuite, les gens arrivent au cinéma et comment ça se passe pour eux ?
Vous voulez dire sur le moment de l'audiodescription, concrètement? Non, même à partir du moment où ils ont acheté leur billet, l'accès à la salle et ensuite effectivement le visionnage du film. Eh ben, ça dépend. Si c'est par exemple dans le cas de l'audiodescription, bien souvent les salles de cinéma ont des casques avec un récepteur. Les spectateurs peuvent demander directement aux caisses et puis ils vont en salle avec leur casque et il y a l'audiodescription qui fonctionne tout de suite sur le temps de la séance, c'est-à-dire que l'audio décrit directement depuis le casque. Ensuite, pour tout ce qui va être plutôt renforcement sonore, c'est-à-dire là, à destination des personnes plutôt malentendantes, il y a deux types de cas de figure. Soit c'est des personnes non appareillées qui vont demander pareil un récepteur avec un casque pour avoir le renforcement sonore, soit comme on a les boucles magnétiques dans la salle de cinéma et que leur appareillage possède le symbole T, ils vont pouvoir tout de suite se connecter en fait à la boucle magnétique pour avoir directement dans leurs oreilles le son renforcé. C'est-à-dire que les gens directement dans leur appareil auditif ont un son particulier qui leur est envoyé par la salle de cinéma? Alors certains appareils, pratiquement 80% aujourd'hui des nouveaux appareils auditifs permettent cette chose-là. Et c'est vrai que c'est bon à rappeler puisque pas tout le monde est au courant. Voilà, et c'est des choses qui sont en place dans quasi tous les lieux culturels. En fait. Oui, puis ça paraît des solutions qui sont pas très volumineuses en fait. Prêter un casque ou envoyer un signal, ça paraît relativement simple. Surtout, ça permet plus d'autonomie. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin d'aller signifier qu'elle est en situation de handicap au personnel. En fait, voilà, elle fait sa séance comme tout le monde et elle va dans la salle comme tout le monde et elle vit son film comme tout le monde, quoi. Et ensuite, une fois le film terminé, tu disais que vous travaillez aussi sur l'après-séance? Tout à fait. L'idée, c'est même pendant la séance, je dirais, avant de passer juste à l'après, l'idée, c'est aussi d'améliorer, puisque on nous l'a fait remonter aussi, la signalétique qui n'est pas forcément adaptée. Parfois, et qui est dans très les salles de cinéma. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de situation de handicap, même quelqu'un qui vient d'Allemagne et qui va aller voir un film en France aura peut-être du mal à se repérer. Tout à fait. Tout à fait. Et là, par exemple, justement, des solutions qui ont été pensées pour les personnes sourdes et malentendantes peuvent servir dans ce cas de figure. Un des obstacles qui nous a été remonté, par exemple, c'était le fait de faire souvent des annonces sonores quand on doit faire entrer les gens en salle. C'est un peu oublié le public sourd ou malentendant. La solution, c'est de faire des annonces qui soient à la fois visuelles, pas besoin de mettre un grand écran, mais juste une pancarte pour annoncer la salle 1 et le début du film. Et parfois, ça peut servir aussi pour les personnes qui parlent peu, mal le français aussi. Oui, donc les solutions que vous apportez, on a l'impression que c'est plein de petites choses qui améliorent la vie de beaucoup de monde. Exactement, et qui ne sont pas forcément des aménagements énormes. C'est pas comme construire un ascenseur. Non. Non. Et c'est vrai que c'était le but aussi de l'outil à la base, c'est-à-dire de laisser tout ce qui était notion de travaux de côté, en se disant que même si on ne peut pas faire des travaux d'aménagement dans le cinéma, puisque c'est impossible pour une raison X et Y, on peut quand même travailler sur l'accessibilité via le numérique, via des petites choses qu'on peut mettre en place. Tout à l'heure, je parlais de signalétique, ça joue aussi pour des choses essentielles type la sécurité. Et par exemple, il y a un dispositif qui s'est mis en place qui s'appelle Smart Ear, qui vise en fait à traduire les alarmes sonores en alarmes visuelles. Voilà, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place, qui dure dans le temps, qui fonctionne très facilement et qui est compris par tout le monde. C'est-à-dire une alarme incendie sonne, ça clignote rouge de partout dans le cinéma. Voilà, donc il y a plein effectivement de petites choses. On peut imaginer des choses, ça c'est des choses qui existent déjà, qui sont déjà mises en place. Est-ce que c'est des choses qui sont chères à mettre en place ? Il y a des choses qui demandent un investissement. Après, on peut toujours aussi faire en sorte d'avoir des aides. Voilà. Il y a aussi des solutions
justement pour le partage des coûts qui sont mis en place. Justement, tu me disais après la séance, temps d'échanges et de rencontres, qui n'est pas forcément, donc les solutions on les connaît, hein, c'est l'interprétariat en LSF, la vélotypie qui est le sous-titrage en direct, LSF, pardon. La langue des signes française, ouais. L'interprénariat, la vélotypie, donc et la vélotypie, c'est en quoi, direct, du coup, pardon. le sous-titrage en direct. D'accord, en langue des signes. Non, vraiment, c'est les personnes qui vont traduire textuellement ce qui est en train de se dire et ça sera projeté sur l'écran en même temps, pour que les gens puissent suivre. Alors, évidemment, ça, c'est un coût, prendre un interprète pendant une rencontre. Mais il y a des solutions, comme le multiplexage, par exemple, qui est une solution proposée par Culte. Le multiplexage, c'est simple. Imaginons que vous avez 10 cinémas. Il y a un interprète dans une salle. La séance a lieu au même moment. Ils sont connectés au même moment. Et est projeté sur les 9 autres salles, l'interprète qui traduit en langue des signes française. Ce qui fait que le public des 10 cinémas en profite. Et ça, pour l'exploitant ou le distributeur, ça permet aussi de partager les coûts, si c'est une question, un problème de budget, quoi. Et puis tout à l'heure, tu parlais que ce soit en amont ou même en aval de la séance. Quand tu disais que les réseaux sociaux aident énormément, on a de plus en plus de sous-titres intégrés, des choses comme ça. Oui. J'imagine qu'en fait, les outils sont de plus en plus évidents. Oui, puis après, tous les réseaux sociaux ne se valent pas, mais c'est un choix aussi. Par exemple, si on a envie de privilégier la rencontre et l'échange avec ses spectateurs, on peut aussi penser à Discord, par exemple. Discord qui possède des salons vocaux, en plus de salons textuels. Voilà, ça peut être une manière aussi de se dire, je vais privilégier tel réseau plutôt qu'un autre parce que je peux échanger de manière accessible avec mes spectateurs. Et est-ce que le fait que les smartphones aient plein d'outils, ça contribue à aider aussi l'accessibilité aux salles de cinéma pour ce public ? Alors oui, si on pense à grande échelle et le parcours spectatoriel comme la venue étant un obstacle en soi, qui est un obstacle en soi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont dédiées à l'information de l'accessibilité des ERP. Qu'est-ce que c'est ERP, pardon ? Des établissements accueillant le public. Comme Acceli, par exemple, qui est une plateforme d'État qui vient de se lancer, qui est collaboratif et qui donne toutes les indications à la fois de la salle de cinéma, mais à la fois des transports pour y accéder. Et le fait, effectivement, d'avoir un outil qui est un smartphone ou une tablette, qui est l'élément principal, en tout cas de ceux à qui, les spectateurs à qui on a parlé, qui est vraiment l'outil principal dans leur vie au quotidien. Voilà. Parce qu'effectivement, là, on parle cinéma, mais il y a énormément aussi d'applications et de développement pour faciliter au quotidien la vie des personnes en situation de handicap. Et là, on a parlé à petite échelle, vraiment à l'échelle de la salle de cinéma. Et je sais que vous avez réfléchi aussi à plus grande échelle. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, et peut-être nous montrer le support que tu avais aussi. Oui, ça, effectivement, j'en ai pas parlé, mais petit mot là-dessus. Effectivement, préparer la séance de cinéma et faire en sorte que ça soit accessible, ça passe aussi par un temps de sensibilisation à la fois de son public, et de ses équipes. Qui vient voir les films. Tout à fait. Je pense par exemple à des séances qui visent justement à mélanger les publics, comme le fait très bien Cinéma Différence à l'échelle du territoire. Cinéma Différence, c'est une association qui vise à inclure les personnes atteintes de déficiences cognitives. Et donc, l'association vient se greffer sur des séances classiques avec des petites choses en salle qui changent, par exemple la lumière un peu tamisée, le son un petit peu moins fort, mais l'idée c'est ça, c'est de mélanger les publics. Et plus il y aura aussi de séances de ce type-là, inclusives, et plus aussi le public qui n'a pas ou peu l'habitude de voir des personnes en situation de handicap dans les salles, plus ça deviendra normal. Et voilà, évidemment, sensibiliser ces équipes, ça passe aussi par un temps de formation
Voilà, que ce soit par rapport à l'accueil, à la médiation. Et vous accompagnez les gens dans la formation? Ouais, l'idée, alors il y a déjà des gens qui le font comme Retour d'Image, par exemple, une association professionnelle qui forme aussi des professionnels à travailler l'inclusion. Effectivement, actuellement, on est en train de penser, imaginer avec la CST des temps de formation pour les exploitants et pour aussi les distributeurs, et sur 5 temps, l'accueil, la médiation, la communication, pour les projectionnistes également, et la distribution et les programmateurs. Voilà. Du coup, effectivement, pour revenir, comme tu disais, à grande échelle, hop. Voilà, dans les obstacles qui nous ont été remontés et des problèmes, on va dire, qui trouvent surtout des solutions à grande échelle. Le premier, ça va être le matériel promotionnel des films qui est parfois lui-même pas accessible, alors qui vise à promouvoir des films qui le sont. Tu penses aux bandes annonces, par exemple? Je pense aux bandes annonces, par exemple. Aux bandes annonces, parfois aux dossiers de presse, aux affiches aussi, quelquefois, quand on a des affiches très chargées, mais essentiellement aux bandes annonces. Ce qui peut être problématique, puisque le matériel promotionnel du film, c'est censé donner envie aux gens d'aller voir le film, alors que le film est lui-même accessible. Donc il faut aussi que ce matériel-là soit adapté pour parler aux personnes concernées. Donc évidemment, ça passe aussi par un temps de formation, c'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience qui arrive. Il y a des distributeurs qui le font déjà. Je pense à Tandem sur la sortie de Sound of Metal, qui a fait un super marketing là-dessus, mais effectivement, ça demande aussi de le faire à plus grande échelle, que ça devienne un petit peu automatique. Voilà. Après, ça peut être aussi, tu as fait un travail main dans la main avec les distributeurs, c'est-à-dire que nous, exploitants, faire remonter aussi les demandes des spectateurs, ou nous demander tout simplement, j'aimerais avoir une bande-annonce adaptée parce que j'aimerais la mettre devant ce film, etc. Dans les obstacles à grande échelle, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on a aussi la multiplication des supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait avoir accès à une information, il devrait aller voir d'abord si le film est en version accessible, ensuite aller voir si son cinéma le passe. Ok, son cinéma le passe pas. Est-ce que le cinéma dans les environs le passe ou pas? En fait, il n'y a aucun outil. En tout cas, aujourd'hui, actuellement, il n'y a aucune solution de centralisation. Et c'est la solution qu'on propose avec Inclusive. De proposer en fait une liste des films qui sont accessibles et pour savoir où ils sont diffusés? Tout à fait. En fait, ça fonctionnerait. Il y aurait 3 entrées sur... Inclusive, c'est un site et une application. Il y a 3 entrées. Soit film, soit séance, soit salle de cinéma. Vous connaissez déjà votre salle de cinéma. Il y a la liste des films et des séances accessibles dans ce cinéma. Vous avez envie d'un film en particulier, ça va vous donner la liste des salles de cinéma qui vous la diffusent. Et pareil pour les séances, à la fois les films et l'événementiel. Ouais, donc c'est une solution toute simple. C'est tout simple. Voilà, c'est tout simple, c'est accessible et c'est aussi collaboratif. C'est-à-dire qu'on veut que tous les utilisateurs, tous les cinéphiles, tous les spectateurs puissent laisser leur avis, ajouter des informations sur ces parties-là, sur les séances, sur les films et sur les salles de cinéma. Voilà. Excellent. Et comme ça, donner leur avis. Exactement. J'ai adoré, allez-y. C'est ça. J'ai été super bien accueillie. Vous pouvez y aller tranquillement. En fait, pour nous, c'était juste une manière de continuer numériquement les échanges qu'on a déjà avec nos spectateurs, en fait, dans les salles. Parce que nous, on travaille la scène du cinéma pas seulement comme un temps de projection de film, mais comme un moment d'échange, de rencontre, de communion où tout le monde est égaux, puisque dans le noir de la salle de cinéma, peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, ça n'a pas de sens. C'est le fait d'être en communion qui compte. Et c'est ce qu'on voulait un petit peu retrouver aussi dans Inclusive. Est-ce que le catalogue de films accessibles à différents types de handicap est vaste ? Sur la plateforme ? On a parlé beaucoup, oui, mais d'audiodescription. Est-ce que beaucoup de films bénéficient d'une audiodescription ? De l'audiodescription, les sous-titres sourds et malentendants, oui, il y a des films chaque semaine qui sortent. Pas tous les films,
Bien sûr. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site de Cinescence, au mois, tous les films qui sont disponibles en audio description, avec leur version sous-titres sourds et malentendants et avec le renforcement sonore. Voilà. Cinescence fait un énorme travail là-dessus, mais il donne la possibilité à la fois pour les exploitants et les spectateurs de connaître les films à l'avance avec leur version. Après, à savoir où est-ce que ça passe. Voilà. On a l'impression que tout progresse et que l'accessibilité en est avancée. Tout à fait. Et puis, ça progresse. Il y a plein de belles initiatives qui sont mises en place. Évidemment, il y a aussi des initiatives, comme on disait tout à l'heure, à petite échelle, faites par les exploitants, certains qui travaillent depuis des années dessus. Aussi les distributeurs, mais ça passe aussi par les festivals. Le Festival de La Rochelle, par exemple, qui vise à travailler pour optimiser la circulation et favoriser la circulation des copies des films audio décrits, propose des régies mobiles. Donc ils prêtent des casques, des récepteurs, des documents en braille, mais on pense aussi à des associations comme les souffleurs d'images qui proposent l'audiodescription individuel. Exactement, individuel et audiovisuel. Le principe, c'est que des bénévoles sur des films qui ne possèdent pas l'audiodescription vont venir susurrer à l'oreille des spectateurs ce qui se passe à l'écran. On pensera aussi aux solutions qui sont mises en place comme celle de Tout en parlant. Tout en parlant a créé la VAST, c'est la version originale audio sous-titrée. En fait, via Movie Reading, via une application, ils ont enregistré des lectures de sous-titres qui se synchronisent directement avec la bande sonore du film. Ce qui fait, par exemple, si vous avez du mal à lire les sous-titres sur les films en version originale, ou si vous êtes dyslexique, par exemple, eh ben, vous avez l'audio-description également de cette manière-là, avec une lecture des sous-titres directement par casque. Tout en parlant, ça s'appelle. C'est formidable de voir toutes ces avancées, oui. Et d'autant plus que, je rappelle ce que tu nous as dit au début, quand même, que ça concerne une personne sur 6. Une personne donc sur 6. Donc c'est pas du tout anecdotique. Une personne sur 6, et effectivement, travailler l'accessibilité, c'est aussi évidemment travailler concrètement en action pour défendre une culture pour tous, mais ça a aussi un intérêt économique. C'est-à-dire, effectivement, c'est des millions de personnes. Et une période dans laquelle on est, où on parle beaucoup de reconquête des publics, je pense qu'il y a quand même pertinence à travailler sur l'accessibilité. Surtout si on rajoute tous les handicaps temporaires. Exactement. Des gens qui se sont cassés une jambe. C'est ça, les personnes... voilà. Ça comprend beaucoup de monde. Excellent. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on a des gens avec nous, donc on va voir si on a quelques questions sur le sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir ? Oui, vous avez parlé d'aide parce que moi je me place côté production, distribution. Vous parlez d'aide parce que qui paye les sous-titres pour les DCP ? Comment ça se passe concrètement ? Parce que vous dites que c'est les distributeurs qui doivent payer, mais je connais aucun distributeur bénévole, moi. Alors aujourd'hui, il y a des aides par le CNC pour favoriser l'audio-description et les versions sous-titres sourds et malentendants pour les films à destination des distributeurs. Donc, il y a des aides, je les connais, pour les livraisons pour les chaînes de télé, mais pour les distributeurs, c'est pas si connu que ça. Oui, c'est pour ça que, encore une fois, il est bien qu'on en parle, parce qu'il y a des solutions qui sont mises en place, mais on ne sait pas forcément. Mais effectivement, il y a des aides qui sont allouées pour justement favoriser les versions accessibles des films. En tous les cas, je retiens ce que vous avez dit au début, il n'y a pas de handicap, il n'y a que des situations de handicap. Exactement. Et je trouve que ça ouvre bien la discussion. Justement, si vous voulez découvrir, et ça vous intéresse un petit peu plus de travailler sur l'accessibilité, il y a un super module en ligne qui a été fait par Cinescence, donc qui est une association qui vise à travailler l'inclusion des personnes en situation de déficience sensorielle, c'est plutôt visuelle et auditive, et qui a fait vraiment un super module pour comprendre, voilà, pas à pas, comment je dois commencer,
qu'est-ce que je dois faire. C'est aussi le travail que font au quotidien Retour d'Images et Cinéma Différence. C'est-à-dire qu'on peut aussi demander un accompagnement en tant que professionnel du cinéma à ces associations-là qui connaissent très bien le sujet, à la fois des personnes en situation de handicap et à la fois du cinéma. Et ils le font avec énormément de bienveillance et de pédagogie parce que, encore une fois, nous, quand on a imaginé ce projet, en fait, on était comme tout professionnel du cinéma qui a envie de faire des choses sur l'accessibilité, mais qui n'est pas du tout expert en accessibilité. Et à la fois, ces associations-là et les spectateurs nous ont vraiment accompagnés dès le départ pour, pas à pas, se familiariser, imaginer des solutions ensemble, etc., etc. Et puis beaucoup des solutions que tu proposes paraissent très simples. Oui, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément et c'est un peu normal parce que quand nous-mêmes on n'est pas atteint de déficience visuelle, cognitive ou qu'on n'imagine pas, par exemple, cette définition-là de situation de handicap dans le sens large, on ne s'en rend pas compte et puis on y réfléchit et on se dit ah oui, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Voilà, et le plus important, d'ailleurs, je voulais vous le dire, c'est un des obstacles peut-être le plus important, c'est celui qu'on s'inflige à nous-mêmes par l'inexpérience, c'est de se dire je ne fais pas parce que j'ai peur de mal faire. Voilà. Et encore une fois, il y a des gens formés qui sont là pour nous accompagner. Et pas hésiter aussi à en parler aux spectateurs puisque c'est les premiers concernés. Oui, qui ont sans doute des réponses. Qu'ils ont des réponses, qu'ils ont des avis. C'est pareil, même si vous mettez en place quelques petites choses, ça passe aussi par mettre en place des questionnaires, faire remonter aussi les avis pour voir un petit peu la progression au fil du temps. Ok, j'ai essayé ça, bon, ça marche pas. C'est ce qui m'est arrivé, moi par exemple, où j'avais commencé à faire remonter les films et les séances audio décrites des salles de cinéma avec lesquelles je travaillais. Puis j'avais l'impression que personne ne regardait jusqu'au jour où j'ai pas pu le faire pour raison XY. Et en fait, j'ai reçu 2-3 personnes qui m'ont dit dis donc, il n'y a pas de film accessible cette semaine. Et en fait, si. Mais il faut arriver à rentrer aussi en contact et arriver à communiquer d'une manière ou d'une autre aussi avec ses spectateurs. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que tu pourrais revenir un peu plus sur les verrous professionnels dans la chaîne de distribution ? Est-ce qu'il y a des verrous type de contrat, des verrous techniques ? Est-ce qu'il y a des... Voilà, quels sont les points que, en tant que professionnel fabricant des œuvres, quels sont les points auxquels il faut faire attention ? Ouais, ça, c'est les points en tout cas qui nous ont été remontés de la part des spectateurs, qui a une vraie demande là-dessus. Et nous, c'est bien qu'on le sache pour travailler et surtout imaginer des solutions. Qui était notamment l'audio-description sur les films étrangers, mais aussi une remarque que nous avait fait un spectateur qui nous avait dit d'abord je m'assure que le film soit sous-titré et ensuite je regarde le genre de film qui me convient. Ça c'est bon à savoir parce que c'est pas possible dans une pratique cinéphilique, mais il y a des solutions, typiquement faire en sorte d'automatiser les versions accessibles quand elles le sont, c'est-à-dire se tenir au courant, d'avoir un vrai discours, un vrai dialogue entre les distributeurs et le matériel qu'ils ont à leur disposition et la programmation des salles. Après, ça peut passer aussi, par exemple, une solution que peuvent mettre en place aussi certains exploitants, comme il y a déjà des cinémas qui le font, comme le Méliès de Montreuil, c'est-à-dire mettre en place des séances à la carte, c'est-à-dire faire en sorte que les spectateurs aillent voir le film qu'ils veulent voir et pas le film qu'ils peuvent voir. C'est tout simple, le cinéma de Méliès de Montreuil demande à leurs spectateurs quel film disponible en audio-description ou version sous-titrée sourd et malentendant, et ensuite leur laisse une séance pour eux à l'horaire qui leur convient. Donc c'est idéal, ouais. C'est idéal. Voilà, et puis après, encore une fois, à l'échelle du cinéma, il y a la solution des souffleurs d'images. Je parlais tout à l'heure. Et après, à grande échelle, de la multiplication des supports, mais j'en ai parlé aussi, où il n'y a actuellement pas de solution. Et
et le matériel promotionnel des films également. Oui, puis c'est vrai qu'il y avait une question qui concernait la technique. On voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils automatiques de transcription, notamment. Oui. Alors qui fonctionnent plus ou moins bien, mais disons que ça progresse à une vitesse quand même exponentielle ces dernières années. C'est ça. Et on peut espérer que ce genre d'outils contribue à tout type d'échelle à rendre les films plus accessibles aux personnes qui entendent mal. Ouais. Tout à fait. C'est un petit peu ce qu'a voulu mettre en place Toivox en proposant une application où vous pouvez retrouver à la fois l'audio-description et le sous-titrage sur les films directement depuis votre téléphone. C'est disponible hors connexion dans la salle de cinéma. Après, sur ce qu'on appelle les tips et les traducteurs instantanés de parole comme Ava, effectivement, il y a encore, c'est pas encore optimal, mais imagine que dans les temps futurs, ça va s'améliorer aussi parce qu'il y a des remontées d'utilisateurs, voilà, sur les bugs, etc., etc. Mais on va en tout cas, ça semble aller dans ce sens-là de vraiment de réfléchir et d'investir dans ces outils. Voilà. Et toujours via le numérique. Et puis de manière générale, est-ce que le regard sur le handicap n'est pas en train de progresser dans nos pays ? Alors en général, je pense que oui. Après, il y a encore beaucoup de méconnaissances. Et il y a peut-être aussi des déficiences, et notamment liées à des handicaps qui sont invisibles, dont on parle peu parce qu'on ne les voit pas. Voilà. Mais c'est ça aussi l'idée de sensibiliser, de parler justement, de libérer la parole sur la situation de handicap, de dire que finalement on peut tous être handicapés par un obstacle. Et c'est justement grâce à ces temps de parole comme ça qu'on se rappelle aussi, puis qu'on arrive à peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'ai une mini-question. Est-ce que tu as entendu parler de parcours sonore ? Alors, c'est la circulation à l'intérieur de l'établissement cinématographique, entre la porte d'entrée et la salle de cinéma, notamment pour les personnes qui sont aveugles et malvoyantes. Oui. Est-ce qu'il existe des dispositions qui permettent à ces personnes de circuler à l'intérieur de l'établissement pour trouver la salle facilement ? Tu penses à un audio guide, par exemple, comme dans un musée ? Un audio guide, un top, quelque chose qui permettrait de circuler. Il existe la signalétique en braille. C'est vrai qu'on ne la voit pas souvent, mais en tout cas, ça existe. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, sur la solution Smart Ear qui le principe, c'est de donner des signaux visuels. Je ne sais pas si certains l'utilisent pour la signalétique, mais ça pourrait, en tout cas. En tout cas, un code couleur pour donner l'indication peut-être des toilettes ou pas forcément à destination des personnes sourdes et malentendantes à ce moment-là, mais plutôt pour les déficiences cognitives, par exemple. Après, justement, oui, c'était une des solutions que j'avais notées, mais... alors, peut-être que ça existe déjà, mais je ne sais pas. Mais l'audio-guidage, comme ça existe déjà dans les musées, c'est une pratique. Ça peut être aussi une solution à mettre en place, c'est-à-dire un audio-guide qui va vous donner les indications essentielles de où sont les portes de secours, où sont les toilettes, où sont les entrées des salles, etc. Ça, je suis curieuse de savoir si ça existe déjà, mais en tout cas, pas à ma connaissance. Mais encore une fois, ça paraît pas extrêmement compliqué à mettre en place. Et on comprend l'intérêt pour quelqu'un même qui ne voit pas d'aller profiter du son d'un film. Tout à fait. Est-ce qu'on a encore une question ? Quelles seraient les prochaines étapes pour continuer sur le projet ? Alors, pour Inclusive, on vise un développement de l'outil, donc du site et de l'application pour 2024 à l'échelle nationale, avec une version bêta, test, avant, avec des salles de cinéma avec des typologies de salles très différentes pour tester, un panel de spectateurs aussi, et des distributeurs aussi qui seraient partants pour tester cet outil. Donc, on espère 2024. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que ce sera
Oui, une question devant, pardon. Dans le cadre d'un dialogue qui est quasiment inexistant avec des personnes en situation de handicap, imaginons un cinéma qui a envie de faire des efforts mais qui pour le moment n'est pas très accessible, est-ce que vous avez des idées de comment renouer le dialogue avec ces personnes et comment leur expliquer qu'on est en train de mettre en place des mesures pour eux s'ils ne viennent par exemple plus sur mon site internet parce qu'ils sont résignés, parce que mon site internet n'était pas accessible pour eux? Comment je fais pour les prévenir que mon site internet l'est désormais? Est-ce qu'il existe des outils? Déjà, ça passe avant toute chose peut-être par se rapprocher des associations. Voilà. Comme on l'a dit, Cinéma Différence pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, Cinescence pour les personnes atteintes de déficiences sensorielles, qui ont aussi des adhérents, donc potentiellement des spectateurs, et avec qui le dialogue peut se faire très facilement et qui peut justement vous dire effectivement tiens je vais revenir, je vais essayer et tout ça. Et puis après c'est comme partout quand on travaille sur la communication de sa salle de cinéma, c'est multiplier les actions, faire en sorte qu'on soit visible, faire en sorte que ça se sache sur des supports qui sont aussi dédiés. On en revient au point, on boucle la boucle avec l'intérêt de la communication. Oui. Destinée à tout type de public. Exactement. Est-ce qu'on a encore une question? Oui. C'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque. À ma connaissance, à Cannes, ça fait 2 ans qu'il n'y a eu aucun film sous-titré. Alors, la raison qu'on me donne quand je pose la question, c'est que le distributeur ne fournit pas le fichier avec les sous-titres. Mais quand on me dit ça, j'ai quand même l'impression d'être pris pour un imbécile. Alors ça, je ne sais pas si on aura la réponse. Je ne sais pas, oui. Je pense que ce n'était pas une question, de toute façon, comme vous l'avez dit. Mais il faut faire remonter. Plus il y aura de personnes qui demanderont. Les films en sélection officielle à Cannes sont sous-titrés tous en français et en anglais. Ils sont tous sous-titrés dans la... La question concernait la ville et non pas le festival. Mais effectivement, tous les films projetés au festival sont sous-titrés en français et en anglais. Après, est-ce que la montée des marches est facilement accessible? C'est une autre question. Mais effectivement, après, quand il y a un film que vous attendez, je pense que il faut aussi qu'il y ait de la communication à toutes les échelles. Et je pense que à la fois les programmateurs et les distributeurs ont besoin aussi de sentir qu'il y a une demande, que les spectateurs attendent des versions accessibles de ces films-là. Alors, s'il y a une salle en particulier, on peut rentrer en contact directement avec la salle de cinéma en leur signifiant moi, j'attends ce film, voilà, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Et que l'exploitant ensuite peut faire remonter la demande au distributeur. S'il n'y a pas cet échange-là, c'est plus compliqué. Voilà. Parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'automatisme. Et puis après, comme tu le disais, ça concerne énormément de monde. On peut imaginer un touriste italien qui veut voir un film, qui a besoin donc de le voir dans sa langue sous-titrée, et qui a donc besoin, encore une fois, d'avoir cette info. Et ça concerne beaucoup de monde. Est-ce qu'on a encore une question ou une remarque? Ce sera peut-être le mot de la fin. Super. Merci beaucoup, Mélissa, pour ton intervention. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui ont suivi Cannes Technique, le rendez-vous de la CST en direct du Festival de Cannes. C'était la dernière aujourd'hui, mais vous pouvez tout revoir en replay sur le site de la CST. Merci beaucoup.